je vais essayer donc d'introduire à ces rencontres par une question bizarrement posée. Qui est le peuple ? Question bizarrement posée parce que, habituellement, on se demanderait plutôt qu'est-ce que le peuple ? Ou qui est du peuple ? Voire, le peuple existe-t-il ? Mais poser la question qui, la question d'identité, comme si le peuple était une personne, sonne étrangement, et je vais essayer de parcourir un peu les voies que cette question permet d'ouvrir. Toutes ces questions ne se comprennent, à mon sens, que dans le cadre de la modernité, c'est-à-dire dans le cadre de cette époque qui, depuis Machiavel, soutient que l'autorité politique, premièrement, est un pouvoir souverain, deuxièmement, ne trouve pas sa légitimité dans une puissance supranaturelle, mais dans le jeu des forces qui sont immanentes à la société. Même époque qui soutiendra peu après que le peuple est le principe du pouvoir politique dans la République, puis que la nation détient le pouvoir constituant et que le peuple est l'acteur qui fait l'histoire. D'un moment à l'autre, distinguons, si on veut, la première et la seconde modernité qui commence avec les deux révolutions françaises et américaines. Or, à toutes ces questions autour du peuple, au fond, personne n'a jamais vraiment répondu, ni à la question des sens, ni à celle de l'identité. Et je ne viens pas ici comme Zorro pour apporter enfin la réponse, parce que je crois qu'il est essentiel à la politique et à la politique moderne que cette réponse ne puisse pas être une réponse claire. La question se double d'une difficulté supplémentaire. Une autre notion apparaît, qui est celle de nation. Le peuple, pour nous, serait le peuple d'une nation, suggérant par là plus ou moins clairement que son identité a des racines naturelles dans des traits de caractère communs génétiques, ce qu'on appelle grossièrement le sang, ou dans des déterminations géographiques, le climat, le territoire. Depuis quand ? Sûrement pas de toute éternité. Depuis qu'il y a des hommes, pas plus. Non, mais depuis que cette nation, la nation, existe. Depuis quand la nation existe-t-elle ? Si on prend l'exemple de la France, les manuels scolaires hésitent, sans le dire. Les Gaulois avec Vercingétorix, ou bien et Clovis, mais aussi Saint-Louis, Philippe Auguste, et pourquoi pas Jeanne d'Arc. Alors, où trouver le peuple ? Où trouver un peuple ? À partir de quand ? Par ces hésitations, je veux montrer que ces questions n'enveloppent aucune réponse évidente. Plus qu'elles sont l'objet de conflits idéologiques et politiques, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de concept scientifique absolument objectif du peuple, concept qui permettrait de déterminer ce qu'est le peuple en lui-même, de déterminer certainement qui en est et qui n'en est pas, et sous quelles conditions un peuple peut exister. Il en va d'ailleurs de même avec la nation, dont le sens moderne n'est pas celui que j'ai évoqué il y a un instant, mais j'y reviendrai. Il s'ensuit que l'existence d'un peuple n'est pas de l'ordre de celle d'une substance permanente qui se maintiendrait identique à elle-même à travers les vicissitudes de l'histoire. Le peuple existe, mais seulement par moments. Ce qui est certain, ce qu'il y a certainement, c'est un grand nombre, ce que les Grecs appelaient le pléthos, qui donne notre pléthorique, un grand nombre d'humains qui agissent ensemble en vue d'objectifs communs, grand nombre plus ou moins bien circonscrits,
distincte d'autres groupes humains qui se disent eux-mêmes ou qui sont dits des peuples, sans qu'on puisse clairement définir ces frontières. Il est impossible de donner une définition claire et simple de ce qu'est le peuple, de qui en fait partie, de qui en est exclu. De la population, des nationaux, des citoyens, du corps électoral, oui, on peut donner une définition claire. Mais cela suffit-il à définir un peuple? Oui et non. La notion de peuple est ambiguë par principe, parce que cette ambiguïté exprime plusieurs expériences collectives et politiques. Je ne remonterai pas ici jusqu'à l'Antiquité, je n'userai pas des étymologies. Je ne parlerai que de la modernité parce que je pense qu'elle introduit en politique une rupture fondamentale, rupture dont la notion de peuple est justement un indice essentiel. Je soutiendrai qu'un peuple n'est pas une donnée empirique, ni naturelle, ni sociologique, ni même historique, mais que le terme de peuple renvoie à trois expériences collectives, celle d'un imaginaire commun, celle de l'obéissance à un pouvoir central, et enfin, troisièmement, celle de la résistance, voire de soulèvement contre les dominations diverses. Dit autrement, un peuple à l'époque moderne est produit historique d'une fabrique, d'une triple fabrique, culturelle, administrative et sociopolitique. La notion de peuple est pour moi un concept pratique en politique qui ne décrit pas une réalité sociologique, mais qui réunit des expériences, sollicite des subjectivités en les affectant et ouvre ou ferme un horizon d'attente. Comment se fait cette fabrique? Au fond, j'ai commencé à répondre à cette question en évoquant quelques grands noms, ceux des figures qui, pour nous, incarnent le peuple français dans sa prétendue permanence. Nous supposons un peuple en nous donnant une image, un imaginaire, en posant devant nous une scène mentale sur laquelle nous situons des figures considérées comme représentatives. Ces figures nous sont données dans des manuels scolaires et plus largement dans la littérature, mais aussi dans les journaux et autres moyens de communication. Ces figures suscitent en nous sympathie ou antipathie, attirance ou répulsion, c'est-à-dire nous déterminent affectivement, beaucoup plus qu'elles ne nous apportent des connaissances objectives. Je pense bien évidemment aux trop fameux « Nos ancêtres les Gaulois » des manuels d'histoire de primaire de la Troisième République. Dans la littérature aussi, et pas la moindre, ainsi, d'une certaine façon, le peuple français, c'est Jean Valjean, Marius, Cosette, mais c'est aussi, moins sympathique, les Thénardier, donc évidemment Gavroche. Le peuple tchèque, c'est le soldat Švejk. Le peuple américain hésite peut-être entre John Wayne et Charlot. On le voit bien, malgré le succès d'Astérix, si plus personne ne peut enseigner à l'école primaire nos ancêtres les Gaulois, ce n'est pas tant parce que c'est faux, ça a toujours été faux, c'est parce que, affectivement, le nous de la salle de classe ne se formerait pas en regard de cette image-là. Un peuple se constitue donc en se donnant de lui-même une image, représentation qui affecte de façon plus ou moins unifiée un grand nombre, qui, au bout du compte, s'imagine, se figure en elle. En ce sens, un peuple s'unifie en une nation, c'est-à-dire, selon la caractérisation de Benedict Anderson, en une communauté imaginée. La fabrique d'un tel imaginaire relève de ce que le philosophe italien Gramsci appelait le national populaire, faisant fond sur le fait que, dans de nombreuses langues, le même mot traduit nation ou peuple. C'est le cas en russe ou dans les langues slaves où le mot narod
renvoie aux deux concepts. Que cette communauté soit unifiée par le partage d'un imaginaire ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Elle existe à proportion des effets matériels que le grand nombre produit. Ça peut être désastreux, comme en 14. Ça peut être libérateur, comme en 39-45. Un imaginaire, cela met en forme une masse en l'électrisant, ce qui se manifeste par un agir en commun. Voyez par exemple ce qui se passe lors d'une finale de Coupe du Monde de foot, qui n'est pas sans rapport avec une manifestation sociale ou politique, par exemple celle des Gilets jaunes. Là s'exprime le populaire, comme on disait autrefois le populo, mais aussi un affect, comme la fierté nationale, qui peut virer au chauvinisme ou au patriotisme. Cela nous suffit à nous apprendre qu'un peuple n'est pas un troupeau, n'est pas une simple multitude, le seul fait du grand nombre, même si le grand nombre en est une condition nécessaire. Un peuple est une masse, c'est-à-dire un grand nombre électrisé, unifié affectivement, de façon à opérer ensemble en raison de référents communs, dont la langue est le premier. Référents communs qui servent de repères dans les interactions mutuelles. Ces représentations partagées, référents communs, permettront à chacun de dire « nous ». Je suis de ce peuple, j'en suis de peuple, nous sommes le peuple, comme le dit joliment l'héroïne principale des Raisins de la colère à la fin du film de John Ford. Comme le lien d'un nous inclusif. Mais ce nous inclusif se double vite d'un nous exclusif. Vous, là-bas, de l'autre côté de la frontière, vous n'en êtes pas. Vous êtes un autre peuple. Des peuples, il y en a toujours. C'est pour ça que j'ai plutôt tendance à parler avec l'article indéfini qu'avec l'article défini. Des peuples, il y en a toujours plusieurs. Et puis, souterrainement, parfois exprimée violemment, une autre exclusion se manifeste, exclusion que j'appelle interne. Vous qui êtes ici, vous n'êtes pas vraiment comme nous. Vous n'êtes pas vraiment de chez nous, comme on crie dans certains meetings. C'est ce dont témoigne l'antisémitisme et aujourd'hui aussi l'islamophobie. En effet, cette communauté imaginée enveloppe avec elle le fantasme de la pureté, la crainte de l'étrange étranger qui risque de l'infecter, voire de remplacer les souches pures. Non pas haine de l'autre, formule à mon sens trop vague, mais angoisse devant l'inquiétante étrangeté, angoisse devant la différence au sein du même. Remarquez en passant que lorsque la liberté collective est en danger, lorsque l'unification se fait pour la liberté collective, ce risque de l'inclusion interne diminue. Ainsi, en février 1944, des mains anonymes avaient écrit « Mort pour la France » sous des noms bien étrangers comme Manoukian. Du coup, on voit par là comment, à un même moment, sur un même territoire, sont en présence au moins deux peuples, deux imaginaires, comme le dit Jacques Rancière, un peuple contre un autre. Pour qu'il y ait un peuple, il faut donc une médiation, figure ou représentation partagée entre les membres d'un grand nombre, figure qui affecte chacun de façon telle qu'il puisse ou non se dire être de ce peuple. Plus précisément, cette médiation culturelle est activement réalisée chez les modernes par l'éducation nationale, qui doit s'entendre comme éducation à la nation ou éducation pour la nation.
appareil idéologique d'État, aurait dit Louis Althusser, qui interpelle chaque jeune en sujet de cette nation, et on n'a pas de mot en français exact pour dire ce que l'anglais citizen dit, que l'on traduit soit par citoyen, soit par national, un national. Il n'existe donc pas de peuple à l'état pur, indépendant d'une médiation culturelle intériorisée. Pas de peuple à l'état de nature. Un peuple à l'époque moderne est nécessairement déterminé dans son être par le filtre de l'éducation nationale, donc celui politique de la nation. Et ceci me conduit à mon deuxième fil ou à ma deuxième fabrique du peuple, celui de l'État-nation. Il n'y a pas de peuple qui puisse être en état de durer dans l'histoire, de persévérer dans son état, sans une institution qui lui confère une forme durable, supérieure à la durée de vie des individus qui le composent. Il n'y a donc pas de peuple sans État, c'est-à-dire sans un appareil de gestion et d'administration d'un territoire, réglant les échanges et les conflits au sein du grand nombre, donc l'unifiant en regard d'autres États ou d'autres peuples. Politiquement, il n'y a pas pour les modernes de peuple sans un État souverain. Le conflit israélo-palestinien nous en donnerait une illustration utile. L'Algérie, dont nous célébrons en ce moment l'indépendance, un autre exemple. Qu'est-ce à dire? Qu'entendre par État souverain? Un État souverain est une institution qui administre un territoire et une population en les soumettant à une loi, règle énoncée au-dessus de toute la population, au nom du bien commun, et qui s'impose également à tous. Ici, un peuple se caractérise par l'obéissance. Le peuple, alors, c'est l'ensemble de ceux qui sont sujets aux mêmes lois. Obéissance aux lois et non obéissance à une personne. C'est ce qui fait dire à l'historien Gérard Noiriel que le peuple français est né avec l'impôt royal, c'est-à-dire au moment de la guerre de Cent Ans, pas avant. Impôt royal qui constitue véritablement le peuple, la première résistance ou la première figure de résistance à cette domination étant la figure de Jeanne d'Arc. En tout état de cause, un peuple ne peut se comprendre en soi. Un peuple est toujours pris nécessairement dans une relation qui est une relation de domination. Pas de peuple sans gouvernant et réciproquement. Cette thèse enveloppe bien sûr une question qui n'est pas simple et qui est la question de la modernité politique. De quoi cette souveraineté procède-t-elle? D'où le pouvoir souverain, c'est-à-dire littéralement le pouvoir qui est au-dessus des lois. D'où le pouvoir souverain tire-t-il son pouvoir? Pourquoi a-t-il autorité pour imposer une loi commune à toute la population? Il est difficile de dire dans une société étendue qu'il s'agit de l'autorité personnelle, celle du plus fort, militairement ou de par son charisme. Un tel pouvoir, le pouvoir du plus fort, est fragile, parce que personne n'est jamais assez fort pour espérer vaincre tout le temps. L'allégeance personnelle ne fait pas la souveraineté, et le fait de la force ne suffit pas à faire droit. Le soutenir, c'est introduire l'instabilité dans l'État, chacun ou presque cherchant à être le plus fort. C'est l'institution collective et non la personne particulière du chef qui détient la souveraineté, même si cette institution est incarnée en une personne qui change de temps à autre. Difficile de soutenir dans une société étendue et complexe que ce pouvoir souverain vient de Dieu. Ce serait possible dans une communauté de croyance,
dans une religion. Mais dans une société complexe, tout le monde n'imagine pas la même chose sous le nom de Dieu. Soutenir que le pouvoir souverain vient de Dieu serait introduire la guerre civile religieuse au sein de l'État. Ce qui, à l'aube de la modernité, n'était pas une hypothèse d'école. Il ne reste plus qu'une solution, celle théorisée par le philosophe anglais Hobbes, puis par Jean-Jacques Rousseau. Il faut que ceux qui obéissent au pouvoir souverain, aient par avance donné leur accord pour ça, se soient eux-mêmes liés par avance, obligés, en cédant leur droit naturel d'agir à leur guise. Autrement dit, l'autorité du souverain procède d'une autorisation provenant de ceux qui obéissent, parce qu'il en est le représentant. On a affaire alors à une sorte de cercle de mouvement circulaire qui va de la multitude qui cède ses droits au souverain, qui en bénéficie, qui redescend vers cette multitude transformée en peuple, déterminé à obéir aux lois prises par celui qui a autorité, c'est-à-dire qui a été autorisé à les prendre. Ici, c'est le représentant qui constitue le peuple, lequel résulte d'un acte civil. En reconnaissant l'autorité du souverain, en le reconnaissant comme son représentant, une multitude se transmue en peuple dont la volonté est une, identifiée à celle de celui qui est autorisé à parler au nom du peuple, ce qui peut être la majorité d'une assemblée, pas nécessairement un individu. Ce n'est pas le peuple qui désigne son représentant d'abord, c'est l'unité du représentant qui constitue l'unité du peuple. Ceci repose sur un mythe théorique utile, celui qui veut que les hommes naturels sont à égalité de droit, libres de faire ce qu'ils veulent, et que le souverain qui bénéficie de la cession partielle de leurs droits a pour tâche de garantir l'égale liberté au sein de la société. Ce que disait l'ANC à l'époque de l'apartheid, un homme égale une voix. Il nous reste quelque chose de ce schéma qui provient de la première modernité, encore aujourd'hui. C'est l'expérience que nous faisons régulièrement, depuis un siècle et demi ou deux, des consultations électorales, étant entendu que le nous de cette expérience a une extension qui a varié en 2 siècles. On voit que le peuple ne coïncide, pris en ce sens, ne coïncide jamais avec l'ensemble de la population. Si nous conjuguons les 2 aspects que j'ai évoqués jusqu'à présent, celui de l'État souverain et celui de la communauté imaginée, nous obtenons cet élément décisif à la modernité qui s'appelle l'État-nation. C'est-à-dire, premièrement, l'état d'une société divisée non pas en ordres ou en corps hétérogènes les uns aux autres, mais en classes sociales, société au sein de laquelle la mobilité est de droit, même si cette mobilité sociale n'est pas de fait. Deuxièmement, une société où la puissance publique assure l'éducation, laquelle apparaît comme condition de la citoyenneté, c'est-à-dire comme moyen d'arracher l'individu à sa particularité, de le mettre en situation de réfléchir au bien ou à l'intérêt commun. Troisièmement, une société où le peuple constitué par l'ensemble des citoyens est le principe du pouvoir politique, lequel peut se présenter comme étant autonome, c'est-à-dire auteur lui-même de la loi. En dernier recours, c'est la nation qui se constitue elle-même, le peuple qui obéit aux lois dont il est d'une certaine manière l'auteur, dont il est l'auteur par la médiation de ses représentants. Évolution considérable introduite par la seconde modernité,
qui est celle du thème de l'auto-législation du peuple. Qu'est-ce qu'un peuple? C'est un collectif capable de se donner à lui-même sa propre loi. Auto-législation du peuple dont on est en droit de se demander si elle n'est pas un mythe supplémentaire. D'où l'on conclut qu'un peuple n'est pas une donnée empirique, immédiate, donnée de nature ou donnée sociologique, mais résultat d'un processus de transformation des individus en citoyens, déterminant leur agir collectif, non pas en fonction de leur intérêt particulier, mais en fonction d'une réflexion de ce qui est ou doit être l'intérêt commun. En ce sens, il n'y a de peuple chez les modernes que par la médiation de la nation. À ce stade, on peut esquisser une définition. Politiquement, pour les modernes, un peuple est un processus qui engage un grand nombre d'humains, unifiés par et sous leur représentation souveraine, c'est-à-dire par et sous un État, pouvant se considérer comme étant ou devant être auteurs des lois auxquelles chacun doit obéissance, et par une culture nationale populaire dont l'éducation nationale est le vecteur, éducation à la nation qui forme une conscience de soi collective à travers une représentation ou une figuration commune du passé engageant un devenir. Une telle formation peut tendre, quand on cherche à faire coïncider les deux aspects, à l'homogénéisation idéologique. Un tel collectif, peuple, est engagé sous l'horizon d'attente de l'égalisation des conditions, sous la promesse d'une réelle mobilité sociale grâce à l'éducation. Ceci ne préjuge en rien de l'orientation politique qu'il peut prendre. Un tel peuple peut viser l'affirmation de sa supériorité en regard des autres peuples, en regard de ses voisins contre lesquels il cherche à étendre son territoire. Et on est en présence de ce qu'on appellera une domination impériale. À l'encontre d'autres parties du monde éloignées qu'il chercherait à annexer, et c'est le cas de figure de la domination coloniale. Ou bien au contraire, il peut chercher la constitution de ce que Emmanuel Kant appelait une société des nations, avec les autres États souverains, cherchant à s'accorder sur ce que peut être un bien commun à l'humanité en paix. Deux modes d'existence de la politique des États-nations passablement contraires. Les deux guerres mondiales et leurs suites font penser que cette deuxième perspective, celle d'une société des nations, peut être illusoire et que la souveraineté est peut-être ce qui paralyse l'ONU, est peut-être l'obstacle majeur à la construction d'un monde pacifié. Question ouverte. À ce schéma, il faut ajouter aujourd'hui une autre tendance, celle que je qualifierais de néo-nationalisme, dont quelqu'un comme Trump ou Orban seraient les figures emblématiques, nommée, à mon avis, à tort par les médias populisme, caractérisé par un repli, l'affirmation de soi dans l'indifférence à l'endroit des autres, à l'endroit de l'idée même d'un bien commun à l'humanité, ce qui, évidemment, promet de beaux désastres à l'époque de la crise écologique. La question qui se pose au stade où j'en suis est celle de savoir si l'on peut ramener un peuple à l'exercice de la souveraineté par un État imaginé comme une personne douée de volonté et incarnée par un représentant. La troisième expérience, ou le troisième fil que j'évoquais pour commencer,
permet de répondre par la négative. Ce troisième fil, ou cette troisième expérience, est celle, et là j'utiliserai délibérément un pluriel, de peuples acteurs qui sont acteurs dans des soulèvements. Nous avons en effet l'expérience de ces représentants du peuple qui agissent au nom du peuple et se mettent effectivement au service, non pas de l'intérêt commun, mais d'intérêts particuliers dominant la scène économico-sociale. Peuple peut être alors la figure mystificatrice de l'unité d'une société qui est réellement divisée par la lutte des classes qui la traverse. Peuple devient alors le signifiant maître qui tient lieu du Dieu de l'Ancien Régime, celui, pour parler comme Catherine Colliot-Hélène, d'une démocratie sans démos. Contradictoirement, peuple devient aussi l'étendard de la résistance des dominés, le signifiant de la révolte, ou plutôt de l'exigence de transformation de la société. Le mythe politique moderne que j'ai évoqué tout à l'heure, en pensant la constitution de l'État à partir des individus, escamote le fait qu'une société n'est pas un ensemble d'individus, mais un ensemble organisé, complexe, traversé par la division du travail, traversé par des intérêts divergents, par les intérêts divergents des groupes qui la constituent. Or, ce ne sont pas les individus qui forment l'État-nation, c'est bien la société qui est à l'origine de l'État-nation. C'est la raison pour laquelle ce mythe théorique ne peut pas rendre compte du fait que du peuple, on disait aussi de la plèbe, on dit aujourd'hui des classes populaires, on a dit au XIXe siècle et en partie au XXe le prolétariat, que du peuple ainsi surgit depuis 1789 sur la scène politique, non pas sur le mode, comme au Moyen-Âge, de la jacquerie ou de la révolte, mais surgit en s'affirmant contre la domination sociale au nom de principes universels, de principes qui devraient valoir pour l'ensemble de la société, alors qu'eux s'affirment comme en étant exclus. Ces soulèvements révolutionnaires, soulèvements populaires, ouvrent ce que Jacques Rancière appelle un litige majeur, tel que ce qu'ils exigent n'est pas de l'ordre de la satisfaction d'un manque qu'un objet pourrait combler, comme par exemple une revendication de salaire peut être comblée, peut être satisfaite par l'augmentation demandée, mais d'un manque à être, c'est-à-dire d'un manque qui rend la vie humaine humainement invivable dans les conditions qui sont celles ici, maintenant. C'est ainsi, c'est dans cette grande figure, je voulais le projeter, puis j'ai renoncé par manque de temps, que surgit le Charlot des temps modernes. Vous vous souvenez peut-être, si vous avez vu le film, ce moment où Charlot, sortant de l'asile, parce que contester l'usine fordienne, c'est une vraie folie, et il finit à l'asile psychiatrique, sortant de l'asile, s'empare d'un drapeau rouge, sûrement, le film est en noir et blanc, d'un drapeau de chantier, et appelle le conducteur du camion qui l'a perdu, et où arrive derrière lui une masse de chômeurs, et le drapeau de chantier de Charlot électrise la masse, littéralement, et devient le pôle dans lequel elle se reconnaît, dans lequel elle reconnaît un monde dans lequel ce manque à être ou ce manque à jouir aurait disparu.
Cette voie est celle d'une expérience essentielle pour nous modernes, celle de ce que j'appellerais volontiers, avec Sophie Vanish, la patience du peuple. Et c'est dans ce sens que l'on ne peut pas parler simplement de jacquerie ou de révolte. Les voies des soulèvements de type révolutionnaire sont ceux d'une longue patience du peuple, c'est-à-dire, non pas patience au sens où on supporte, mais patience au sens où on attend, où l'on prend le temps pour exiger des droits, c'est-à-dire pour transformer la société, pour transformer les dimensions sociales et politiques de la société. On en a une première théorisation déjà chez Machiavel, qui soutient que la politique doit être fondée sur la vérité effective de la chose, c'est-à-dire sur les contradictions qui, dans toute société, opposent les grands qui veulent commander, le peuple, et c'est à peu près la seule définition théorique que j'admettrais de la notion de peuple. Qui c'est le peuple? C'est l'ensemble de ceux qui ne veulent pas obéir. Les grands, c'est l'ensemble de ceux qui veulent commander. Le peuple est défini négativement l'ensemble de ceux qui ne veulent pas obéir. Et c'est pour ça que c'est à eux qu'il faut confier le soin de la liberté, ajoute Machiavel. Et puis un troisième pôle, le prince, qui doit se dépatouiller avec ça et essayer de gouverner. Si le prince est du côté des grands, c'est le désastre. Et il doit donc s'appuyer sur le peuple pour qu'il y ait liberté collective maintenue. Depuis 1789 et 1848, avec le printemps des peuples, ces soulèvements sont révolutionnaires pour deux raisons. Premièrement, parce qu'ils se déploient sur une scène instaurée non pas par le pouvoir gouvernant, mais instaurée par le litige ouvert par la revendication de ceux qui surgissent dans l'espace public sans y avoir été appelés, de ceux qui surgissent dans l'espace public en faisant valoir qu'ils n'ont pas part au partage social. Il est révolutionnaire pour une deuxième raison, parce qu'il engage non pas une demande limitée, mais pose la question de la validité, pose la question de la légitimité de la règle sociale de partage au nom de l'universalité revendiquée par le souverain. Ces soulèvements exigent le changement de règle en contestant l'universalité qu'elle prétend réaliser. Nous assistons là, avec cette seconde modernité, à la naissance de ce que j'ai appelé des peuples acteurs, collectifs déterminés par des revendications dont la satisfaction engage une reconfiguration du droit politique en vigueur, voire une transformation radicale de la société. C'est ce peuple acteur, minoritaire, mais expressif d'un mouvement de fond qui survient d'abord, premier surgissement, le 14 juillet 1789, qui réitère le 10 août, qu'on retrouve en février, en juin 48, qu'on retrouve en 1871, qu'on retrouve dans la Résistance, qu'on retrouve dans les rues de Dresde et de Leipzig en 1989, qu'on retrouve sur les places de Tunis, du Caire ou de Damas en 2011. Peuple des barricades qui infléchit l'État national souverain et qui, sous cette pression, à la fin du XIXe siècle, se fera État social, modifiant très profondément son droit en inventant ce qu'on appelle aujourd'hui, comme si ça avait existé de tout temps, comme si c'était une banalité, le droit du travail, mais qui aussi intègre ce peuple des barricades dans le sein des institutions publiques en inventant, à la fin du XIXe siècle, la manifestation de rue qui laisse une place au sein des républiques démocratiques à la protestation contre la représentation élue, disposant du pouvoir légitime de faire des lois. La démocratie, c'est toujours au moins ces deux pôles, la représentation
et le droit de manifester. Ces peuples acteurs sont dans la rue, sur les ronds-points, dans les assemblées auto-organisées, dans les syndicats, dans les partis politiques, où ils se donnent une conscience autonome en regard de celle de l'État souverain. Ils sont dans les soulèvements de ce que l'on nomme maintenant classe populaire. Et le terme classe populaire m'intéresse beaucoup parce qu'il réintroduit cette notion de peuple, qui se nomme elle-même dans l'action, l'image qui sert d'affiche à ces rencontres le dit suffisamment fortement, qui se nomme elle-même dans l'action le peuple, affirmant par là que l'objet du litige n'est pas la reconnaissance d'une particularité, mais la considération de l'ensemble de la formation sociale, de ce qui est considéré ici et maintenant comme étant juste. Le signifiant peuple enveloppe dans ces soulèvements que les revendications qui sont émises par cette fraction de la société, le prolétariat, les femmes, les minorités racisées, etc., ne sont pas des demandes de reconnaissance mettant chacun à sa place, mais que ces revendications engagent une reconsidération sur ce qu'est réellement le bien commun, que leur satisfaction engage une modification de la règle sociale, du partage ou de la justice. En ce sens, ces soulèvements populaires, ces peuples acteurs, qui reposent et expriment des réseaux sociaux de solidarité immanents chez ceux qui subissent les diverses dominations, sont comme des soulèvements de ce que les latins appelaient la plebs, la plèbe qui se revendique être le peuple tout entier, qui se revendique être le populus, d'une plebs qui vient soutenir que sans la satisfaction de ces demandes, il ne saurait pas y avoir véritablement de populus. Comme s'il y avait au moins deux peuples ici et maintenant. Le peuple, et vous n'entendez pas que dans mon texte j'ai mis une majuscule, le peuple dont la voix et la volonté s'entendent en celle du souverain, peuple un, voire homogène, qui ne peut voir les dominer et les tient pour quantité négligeable. Et les peuples agissant en vue de demandes qui obligent à interroger la justice de la justice, l'universalité de ce qui se prétend universel, sans que l'on puisse soutenir qu'il y ait quelque part dans la société une classe universelle ayant le monopole de l'universel légitime. Ces peuples sont des puissances, des forces qui œuvrent à leur propre émancipation et interrogent sur ce que peut être le bien commun, qui rendent une vie humaine vivable, la vie humaine n'étant pas, comme mon cher Spinoza le dit, réduite à la seule circulation du sang. Pour conclure, j'esquisserai quelque chose comme une définition malgré tout, mais vous verrez, à géométrie variable. Un peuple, et non pas le peuple, un peuple résulte chez les modernes d'une fabrique qui, à mon sens, tisse trois fils. Celui de la culture commune, nationale populaire, image référent d'une nation émancipatrice, impériale, coloniale, ces trois tendances s'excluant et se conjuguant suivant les moments. Celui de la souveraineté de l'État, indépendant, qui administre et unifie une population et un territoire sous ses lois. Ceux de la résistance et des soulèvements contre les dominations diverses, interrogeant la prétention universaliste de l'État et inventant des universels concrets, des droits par lesquels l'égalité devient effective. Trois fils ou trois expériences, plus ou moins mêlées, qui polarisent des peuples sans cesse en mutation, interdisant de faire du peuple un sujet homogène, mais toujours un processus ouvert.
Trois pôles qui permettent de rendre raison des grandes orientations politiques que soutiennent les peuples et devraient interdire de parler rationnellement de la volonté du peuple, sauf pour figurer une mystification, la mystification d'une moderne théologie politique. Je vous remercie.